Il me dit: «Bah, regarde autour de toi, ben ça c'est mon bureau» et ça fait un grand choc quoi de se dire, moi je passe mon temps à stresser avec des mails dans tous les sens et cetera et ce gars-là qui gagne, 10 fois moins sa vie que moi, bah, il a l'air vachement plus heureux que moi en fait. Il a moins de contraintes, il a un paysage incroyable, il a un cadre de vie, il fait des rencontres sans arrêt parce qu'il se met en position de rencontrer des gens et j'avoue que ça m'a retourné le cerveau. Et salut, salut, bienvenue pour cette deuxième édition on dit comment d'ailleurs, du Zoom, du Le Zoom. Bienvenue à Le Zoom. On va dire le zoom ou du zoom. Oui, ben, on aurait dû se briefer avant. Bon, C'est ça. c'est Le Zoom, c'est la deuxième édition. Salut à tous. Donc, on est reparti avec toujours une vidéo qui est pas forcément tip-top puisque on se cale au fur et à mesure. On le fait vraiment sur une logique de vaut mieux faire les choses que les faire parfaitement, mais dans très longtemps. Mais c'est pas grave, on va s'améliorer au fil du temps et puis vous verrez nos progrès. Aujourd'hui, on est trois. Il y a l'intégralité de l'équipe de la JDNco World Company. Euh, donc, eh ben, Hugo, qui est le petit nouveau d'aujourd'hui. Salut Hugo. Bonjour. Salut, salut. Gabriel, qui était déjà là avec nous la fois précédente. Salut. Et moi-même, le patriarche, celui qui donne des conseils pleins de sagesse avec mon âge vénérable. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Bah, plein de choses. Euh, on a listé les idées de sujets pour les fois à venir et on a plein de trucs à se raconter et à échanger avec vous tous. Et aujourd'hui, on est parti sur un sujet que m'a proposé Gab. Je te laisse le présenter. Oui. Alors aujourd'hui, on va parler du voyage et plus précisément de travailler en voyageant. Il y a beaucoup de ressources, de vidéos et de personnes qui parlent de ce sujet, de faire de son mode de vie un voyage et de travailler en même temps. Et aujourd'hui, on va essayer de décortiquer un peu la pratique et d'aller dans la partie qu'on n'affiche pas forcément, mais qui est plus la partie organisation, quotidien, et de montrer les vrais dessous et de voir vraiment comment ça se passe quand on travaille en voyageant. Et donc, toi, Jidette, tu as une expérience là-dedans. Et donc, je pense que ça va être intéressant qu'on puisse t'interroger sur ce que tu as pu faire, les expériences que tu as pu avoir, et d'essayer de trouver des clés pour qu'on essaie de trouver une méthode qui fonctionne bien pour travailler en voyageant. Ah bah non, y a rien à dire. De toute façon, moi j'ai vu sur Instagram des digital nomads, ils sont sur la plage avec leur cocktail et puis voilà, c'est tout. Enfin, c'est très Ouais. simple. Merci, merci, et puis à la semaine prochaine. Oui. Non, ben c'est vrai que ce qui peut être intéressant dans ce sujet, c'est qu'il y a pas mal de bullshit parce que il y en a beaucoup qui en font un gros outil de com à valoriser à mort le fait que c'est génial, etc. et que c'est la vie rêvée. Alors c'est vrai que c'est pas mal, mais on va essayer au cours de cette petite causerie de faire en sorte d'être euh, plus proche de la réalité que des jolies photos sur Instagram de plages paradisiaques, même s'il y en a. Ah. Alors pour raconter rapidement moi mon expérience par rapport à ça, en fait ça a été un fantasme pendant très longtemps. J'ai jamais vraiment voyagé, voire pas du tout. C'était pas du tout dans la culture de ma famille. Et puis je gardais ça en tête depuis très longtemps. Et à un moment donné, crise de la quarantaine ou je sais pas trop quoi, c'est surtout que je me suis dit, j'ai un métier qui permet de bosser à distance. Il y a vraiment un moment où il faut que j'utilise ça pour bosser depuis n'importe où. Et c'est ce à quoi je m'emploie depuis quelques années maintenant. Moi, je n'ai pas une expérience de dingue, hein. Il y a énormément de digital nomads sur le net qui auront beaucoup plus de choses à raconter que moi, mais voilà, le but c'est aussi de partager les quelques expériences que j'ai eues, soit dans l'hémisphère sud où j'ai pas mal bossé à La Réunion, soit au Canada, qui est un endroit où j'ai passé pas mal de temps cette année. Ok. Et donc, là, tu as commencé un petit peu à y répondre, je pense, mais la première chose, c'est qu'est-ce que tu dis et pourquoi faire cela plutôt que de rester travailler dans un bureau que tu pourrais louer dans ta ville résidente? Qu'est-ce que tu vas rechercher quand tu vas travailler en voyageant?
Bah, là, j'ai presque envie de vous retourner la question parce que dans l'échange, vous n'avez pas encore vraiment pratiqué ça, mais je sais que c'est quelque chose qui vous botte beaucoup. Mm. Qu'est-ce qui, vous motive déjà à s'intéresser à ce sujet et à vouloir faire ça par la suite? Et Hugo, par exemple? C'est surtout, je pense, une découverte d'une nouvelle façon de travailler à l'étranger parce qu'il y a d'autres cultures et on travaille pas forcément de la même manière, etc. On peut aussi aller chercher de nouvelles personnes avec qui travailler parce que c'est toujours bien d'avoir du réseau un peu de partout. Et puis aujourd'hui, on sait tous que avoir un bon réseau pour pouvoir faire des choses, c'est très important. Et puis après, à l'étranger, c'est toujours quelque chose où, selon le temps qu'on peut y rester, on peut faire plus ou moins de choses, mais je pense qu'après, il faut arriver à trouver un juste milieu en trouvant le côté travail avec d'autres personnes et un peu en même temps essayer de se culturer personnellement. Et c'est un bon compromis entre les deux, je trouve, autant professionnellement parlant que personnellement parlant. Oui, je pense qu'il y a toute une partie inspirante et d'aller rechercher des choses nouvelles, de se ressourcer un petit peu. Et moi, je sais que dans mon cas, par exemple, ce que j'imagine, c'est que ça rajoute de la performance dans ce qu'on peut rendre comme contenu. C'est-à-dire que d'aller chercher de nouvelles cultures, de nouvelles inspirations, et ça permet déjà d'enlever pas mal de barrières bloquantes psychologiques d'aller dans le dépassement de soi, je pense. Et puis, bah, faut bien avouer qu'il y a beaucoup de choses qui vont en ce sens. C'est vrai que au-delà du bullshit bingo, du digital nomade, il y a quand même une vraie activité derrière ça. Mhm, Si on ne fait que parler, par exemple, de tous les réseaux d'espaces de coworking possibles, moi, ça fait très longtemps que dès que je vais dans une ville, j'essaye de passer au moins une demi-journée dans un des espaces de coworking de cette ville-là. Je sais qu'à chaque fois, c'est des rencontres qui peuvent être super intéressantes et puis complètement inattendues. Et des fois, ça peut être des rencontres business, d'autres des trucs inspirants, des fois ouais. juste le début d'un copinage qui arrive. Et de pouvoir se permettre de faire ça non plus sur quelques villes en France, mais dans le monde entier, bah, c'est puissance 1000 tout ça, quoi, puisque on rencontre encore plus de gens avec des cultures encore plus différentes et quoi qu'il arrive, on s'en retrouve enrichi, aussi bien à titre perso que professionnel. Mhm. Donc, ben, déjà, la première question qu'on peut se poser par rapport à ça, c'est quels métiers sont adaptés? Qu'est-ce qui peut permettre de faire ça ou de ne pas le faire? Euh, je pense qu'on y reviendra plein de fois parce que moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'envisage de lancer par ici une thématique dédiée à ce sujet-là parce que, ben, en fait, il y a beaucoup de gens qui sentent qu'il y a quelque chose qui convient pas dans leur mode de vie actuel et qui cherchent à aller vers autre chose. Et moi, j'imagine bien petit à petit, avec de l'échange d'expériences, de le faire presque façon prison break avec son plan d'évasion dans son dos, de voir comment on peut s'évader de sa vie, comment on peut s'évader d'un boulot Mhm. qui convient pas pour aller vers quelque chose d'autre. Alors moi, ça a été un travail à assez long terme. C'est vrai que ben, je suis développeur, je bosse la plupart du temps sur mon ordinateur et en plus en freelance de chez moi. Je fais partie de la confrérie des développeurs en slip qui a de plus en plus d'adeptes. Euh, et je me dis, bah, finalement, tant qu'à être chez moi et de ne pas voir de gens, je peux faire la même chose depuis n'importe où Mhm. il y a du net, quoi. On en discutera tout à l'heure, mais euh, dès lors qu'on a la contrainte d'Internet réglée, c'est assez simple de bosser depuis à peu près n'importe où. Après, bah, c'est sûr que c'est pas forcément adapté à tous les métiers, quoi. Quand il y a besoin de beaucoup de communication, ça peut poser problème. Mhm. Même si, ben, il y a de plus en plus d'outils qui permettent de faire de la visio de manière très efficace. Et dès lors qu'on utilise ces outils de manière pertinente, on s'aperçoit qu'il y a plein d'occupations qui peuvent se passer d'un contact présentiel. Et puis il y a tout l'aspect vague du télétravail, si on utilise ce terme un petit peu ancien tel qu'il est utilisé en France, mais qui est de plus en plus d'actualité, où il y a plein de raisons
qui font que les entreprises ont envie de se réorganiser pour que les gens puissent bosser à distance. Soit parce qu'il manque de place, soit… Mais on sent que voilà, il y a plein de choses qui vont dans le même sens où de plus en plus de métiers, de plus en plus de postes peuvent se faire à distance. Et c'est là où on peut sortir le joker du pourquoi pas le faire très très loin. Et au-delà de ça, je serais peut-être un peu moins tranché que toi. Là, je me base sur des échanges que j'ai pu avoir avec d'autres personnes, mais il y a des métiers qui peuvent se faire en partie en voyage aussi. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont un mode de vie où il faut que, par exemple, pour leur business, 6 mois dans l'année, ils soient en fixe et 6 mois en remote. Hmm. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'à un instant T dans son job, on se sent obligé d'être géographiquement présent à un endroit que c'est pas incompatible avec le mode de vie. Ah bah carrément, oui. Moi, je suis pas en vadrouille en permanence. Là, je suis à Clermont-Ferrand City Plage. En gros, j'essaye de partir par période d'un mois. Alors pourquoi un mois? C'est tout simplement parce que ça me semble un- une période suffisante pour pouvoir se faire du réseau, commencer à se faire des relations sur place et prendre le temps de, non pas comme on le fait en touriste, expédier des visites les unes derrière les autres pendant une semaine, mais simplement prendre le temps de se mettre dans la peau d'un habitant local. Et peut-être que je vais être amené à rallonger ces périodes-là, mais c'est un minimum qui me semble indispensable pour pouvoir s'acclimater aux gens. Et après, au bout d'un mois, on revient à son point de chute et il me semble-t-il intéressant d'arriver à panacher sa vie ainsi. Et justement, j'en profite, parce que je pense que c'est le bon moment pour poser cette question, mais à chaque fois que tu as pu revenir de voyage qui durait plus ou moins un mois, le retour était assez compliqué. Est-ce que tu peux en parler et expliquer un peu comment tu gères ça? Ah ouais, ça, j'avoue que c'est la partie la plus compliquée à gérer pour moi, le retour. C'est peut-être aussi parce que j'ai pas encore énormément l'habitude de voyager et de découvrir plein d'autres choses, mais le contraste me paraît tellement fort entre le fonctionnement de la France, l'organisation française, la mentalité française. C'est beaucoup de questions de mentalité. C'est vrai que les Français ont la réputation d'être parfois assez particuliers, assez râleurs, etc., vus par les étrangers. Et c'est toujours frappant en fait de se retrouver à réfléchir à sa propre condition de français. Moi, pendant 40 et quelques années, je m'étais jamais posé la question de qu'est-ce que c'était d'être français, alors que là, pendant un mois ou un peu plus de 2 mois que j'ai passé au Canada cette année, pendant 2 mois, j'étais le français ou le maudit français et qui m'amenait moi à me dire ben oui, mais c'est quoi être français et quand on revient après, là, on se prend en pleine face, effectivement, ce qu'est être français, parce qu'on se retrouve en voir d'un coup plein qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Et c'est pas forcément bien vécu. J'avoue que les quelques jours de réacclimatation peuvent être douloureux psychologiquement. Ok, mais c'est important d'en parler parce qu'on n'en parle pas forcément dans la plupart des vidéos sur ce sujet-là. Mais c'est vrai qu'en plus, outre le fait de ce que tu disais sur le fait de se sentir français, et cetera, il y a le fait que tu prends très vite, goût à ça, à partir et voyager et que, c'est comme, entre guillemets «toute passion» quand tu la commences, tu as envie de faire que de ça, que de ça, que de ça et là, à force de le faire régulièrement comme ça, tu te dis: «Beh, pourquoi je reste ici alors que je pourrais être ailleurs à découvrir d'autres choses?» et que, dans un sens, en même temps, c'est pour tu travailles en même temps, mais ça te passionne et tu te dis: «Bah, je pourrais très bien aller ailleurs, voir encore d'autres choses, faire d'autres choses» et après, c'est un peu une continuité sans fin Ah, c'est une drogue où dure, tu hein, ça vas c'est ouais, sûr. c'est ça. Non, on le sait, de toute façon, on a tous dans nos entourages des gens qui sont des grands voyageurs et ils n'ont qu'une obsession, c'est repartir dès qu'ils reviennent. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, je vois sur, mes dernières années, je suis pas parti pour travailler, mais où je commence un peu à voyager. C'est vrai qu'une fois que tu commences à partir, aller à droite, à gauche, quand tu reviens, tu te dis: «Bah, quand c'est que je repars la prochaine fois?» quoi, c'est Et avant de passer sur le sujet des aspects pratiques qui sera plus opérationnel, est-ce que tu as une anecdote what the fuck qui t'est arrivée en voyage à partager? Il y en a plein, hein, moi, je me souviens une fois d'un- d'une balade à La Réunion autour du cirque de Mafat, qui est un coin extraordinaire, une vue presque irréelle. On n'arrive même pas
avoir le cerveau qui tilte de la profondeur qu'on a face à soi, parce qu'on se retrouve avec un dénivelé énorme. Puis, enfin voilà, c'est impossible à reproduire en photo et il faut y être pour le vivre. Et sur une des balades autour du cirque de Mafat, on m'avait prévenu qu'il y avait un gars qui était tout le temps là, un créole du coin. Et effectivement, il était là. Et ça a été une rencontre assez particulière, puisque ce gars-là, en fait, dédie sa vie à ce chemin autour de Mafat. Lui, il dit que c'est l'endroit qu'il aime, c'est l'endroit qu'il veut valoriser, et donc il est de manière très amicale à la recherche des touristes qui passent par là pour leur faire un bout de chemin avec eux, leur expliquer des trucs, leur permettre de décoder un peu la vue incroyable qu'on peut avoir. Et, et en discutant un peu avec lui, je lui demandais, qui a un réflexe très français de métropole, vous travaillez pour qui, dans le cadre de quelle mission, quel office de tourisme? Et il me disait non, 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 pas du tout. Lui, c'est sa vie de faire ça. Il touche le RSA et il vit relativement chichement, mais il cherche pas du tout. C'est vrai que quand on est touriste, on a toujours la crainte, qu'est-ce qu'il va me pomper comme pognon, ce gars-là? Alors que pas du tout. Je me souviens, il avait un paquet de gâteaux dans son sac et il en offrait aux gens qui faisaient visiter. C'est lui qui était. Et, euh, et la phrase qui m'a marqué, c'est quand on discutait effectivement de mon boulot versus le sien, parce qu'il faisait que ça en fait. Il n'avait pas de travail particulier à part ce côté complètement altruiste de faire visiter et de valoriser son lieu de vie. Il me dit, regarde autour de toi, ça c'est mon bureau. Et ça fait un grand choc quoi, de se dire, moi je passe mon temps à stresser avec des mails dans tous les sens, etc. Et ce gars-là qui gagne 10 fois moins sa vie que moi, il a l'air vachement plus heureux que moi en fait. Il a moins de contraintes, il a un paysage incroyable, il a un cadre de vie, il fait des rencontres sans arrêt parce qu'il se met en position de rencontrer des gens et j'avoue que ça m'a retourné le cerveau. C'est pas vraiment what the fuck, mais c'est plutôt un côté, et ça on le retrouve plein de fois en voyage, c'est ça remet en question sa propre façon de faire. Et ça, pour faire ça, il faut avoir l'esprit un minimum ouvert. Je pourrais réagir en bon vieux grincheux à dire ah, il me pompe l'argent public, il touche le RSA pour glander dans les champs. Et non, en fait, c'est un mode de vie complètement différent. Et même si objectivement je me verrais pas faire ça, c'est très 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 intéressant de se dire qu'il y a d'autres gens qui vivent complètement différemment de toi et que finalement leur mode de vie il est peut-être pas mal du tout. Hyper inspirant. Il vit sa légende personnelle, quoi. Et ouais, c'est complètement ça, oui. Euh, pour parler maintenant d'aspect pratique, je pense que la première question, même si moi j'ai une idée de mon expérience, mais quelle est la plus grosse erreur que tu peux faire en partant en voyage? Alors ça, c'est un truc qui m'est très personnel. Euh, Vous le savez, je suis pas un grand organisateur. C'est toujours le bazar et fait à l'arrache pour à peu près tout. Mais de trop organiser son voyage, je pense que c'est passé à côté de plein de choses. Je comprends des gens qui trouvent très rassurant d'être dans un cadre où ils savent que le lundi après-midi, ils vont visiter tel truc, le mercredi matin, ça va être tel autre truc. Moi, je trouve qu'il faut accorder le plus possible la chance à l'imprévu d'arriver. Parce que c'est là où, en fait, il y a des choses incroyables qui se produisent. C'est pas tel qu'on imagine le pays. Il y a plein de touristes qui vont voir un pays en se disant je vais voir ça, ça, ça. Et en fait, avant même d'y aller, ils ont déjà une idée préconçue de ce qu'ils vont visiter. Et euh, ils se retrouvent à faire plein de photos pour valoriser le fait que c'est bien ce qu'ils imaginaient. Mais il n'y a pas énormément de surprises. Moi, je pars sans grand plan établi. Et puis, c'est au fil des jours que se produisent des choses. D'un point de vue pratique, ça peut avoir plein d'intérêts. Et puis là aussi, c'est intéressant d'avoir le temps, d'avoir un mois sur place, de se dire, je veux visiter le piton de la Fournaise, mais là, il est dans les nuages, donc ça sert à rien. J'irai un autre jour où il y aura beau temps. Et le jour où il y a des nuages, je ferai autre chose. Et ça, c'est valable pour l'organisation des visites, mais c'est valable complètement en général d'ouvrir la possibilité à une étendue du possible la plus large possible.
Bon, après, ça n'empêche pas de s'organiser un minimum sur des aspects pratiques. Par exemple, pas oublier ses papiers d'identité avant de prendre l'avion. Par exemple. Oubliez pas de checker, ça m'est arrivé. Euh, Ouais, et dans le parallèle avec le travail, on le voit, donc, je crois que tu l'as pas vu, toi, mais Hugo, tu l'as vu, dans le film de Nekfeu sur Netflix, Les Étoiles Vagabondes. On voit que donc, lui, c'est son travail aussi, et que pour la ouais, conception de l'album, il voyage un peu partout dans le monde, et qu'un je me souviens. des gros voyages au début, c'est Tokyo, et que en fait ils se sont retrouvés à partir avec toute une équipe en se disant à Paris on n'arrive pas à concevoir l'album donc on va partir à Tokyo comme ça on n'aura pas de tentation externe et en fait ils finissent à pas bosser l'album parce que sinon ils sont trop frustrés d'être à Tokyo et de ne pas sortir quoi. Ouais, c'est ça. Et je pense que ça amène le sujet de comment est-ce que tu fais quand tu as des merveilles juste autour de toi mais pour rester focus sur ton business quoi. Alors Bah, ça, c'est compliqué, hein, parce que c'est vrai que l'équilibre entre le boulot et le perso. Alors, il y a plein de gens qui sont souvent étonnés quand je leur dis que je pars à l'autre bout du monde pour y bosser. Ils me disent, mais tu visites rien, alors, du coup, c'est quoi l'intérêt si tu restes enfermé à faire le gros nerd, scotché à ton écran, alors que tu as l'océan Indien face à toi, ou tu as au Canada des choses incroyables à voir en termes de paysages. Et il y a un équilibre à trouver. C'est pas tant sur le côté motivation. Moi, en général, j'ai trouvé une motivation qui était bien boostée quand j'étais à l'étranger. Peut-être aussi parce que j'ai plus la chape de plomb, la pression qu'on peut avoir en étant sur place. Mine de rien, ça change quand même. Après, c'est un équilibre de vie à trouver. Il faut jouer avec le décalage horaire. Euh, si, si je peux donner mon expérience là-dessus, par exemple, donc quand j'étais à La Réunion, il y avait plus 2 heures par rapport à la France et au Québec, il y avait moins 6 heures. Mais en fait, c'était vachement plus pratique par rapport à mes clients d'être avec plus 2 heures, tout simplement parce que je me levais relativement tôt le matin, parce que quand tu es dans les îles, tu te lèves tôt le matin. De toute façon, le soleil se couche tellement tôt que en général, tu es debout tôt le lendemain. Et en gros, je me levais sur l'équivalent de 5 heures du matin, heure française. Et donc, le temps que mes clients arrivent à 9 heures, ben, j'avais 4 heures à bosser pour eux. Et quand ils arrivaient le matin dans leur bureau, qu'ils ouvraient leur mail, eh ben, ils avaient 4 heures de boulot de ma part qui les attendaient et ils étaient plutôt super contents. Alors qu'au Canada, avec moins 6 heures, et là, c'était l'inverse, c'est que moi, je devais me lever super tôt. Euh, alors que ils avaient attendu toute la matinée en se disant putain, il y a un truc qui marche pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. Et pour en revenir au sujet des mails dont on a causé l'autre fois, je savais que dès que je me levais, j'avais l'angoisse d'ouvrir ma boîte mail parce que j'allais avoir 10 mails avec marqué urgent en rouge sang clignotant. Parce que bah, ça faisait des heures que mes contacts français m'attendaient. je reviens juste sur ce que tu disais tout à l'heure, Gab, par rapport au film, et c'est valable aussi pour toi. Mais finalement, le fait de partir à l'étranger dans le film et même pour des. Alors peut-être un peu moins dans dans ton métier de développeur, etc. Mais dans des gens qui sont freelance, qui font du graphisme ou quoi, etc. C'est finalement plus un côté assez inspirant de découvrir de façon personnelle le pays, de sortir, machin, d'aller ailleurs. Et qu'après, bah, professionnellement, il se dit, bah, tiens, il est vachement inspiré. Et d'ailleurs, on le voit dans l'album de Nekfeu, c'est que dans toutes ses chansons, il y a une inspiration par rapport au pays. Et souvent, ça peut se répercuter dans ton travail en général. Ah bah clairement, ouais. Bah, même sur un taf comme le mien qui est pas artistique du tout, et ça m'arrive souvent de relire quelques lignes de code et me dire ah tiens ça, je me souviens, je l'ai fait, j'étais sur une Mm. plage au bord de l'océan Indien ou tiens Ouais. ça, ouais, j'étais à Québec. Et c'est marrant, c'est presque du subconscient, mais ça marque, ouais, et ça influe. Mm. Il y a un aspect bon, qui est pas trop dans l'aspect pratique, mais je pense que c'est intéressant de le traiter. C'est, je sais que t'aimes pas quand on te dit ça et tu réponds très bien, c'est t'as de la chance. La chance d'aller voyager, d'aller travailler. Je me souviens même plus le terme exact de ce que j'ai mis en bannière là, de la page Facebook JDNco. C'est la chance, c'est quand la préparation rencontre une opportunité ou un truc comme ça. Et c'est complètement ça en fait. Moi, j'ai passé
comme je vous le disais, j'ai toujours eu le fantasme de partir à l'étranger. Je ne l'ai pas fait pour plein de raisons, entre autres parce que j'ai fait des enfants jeunes. Et ça me permet de bosser avec eux maintenant, donc c'est cool. Et pendant des années, dès que je discutais avec des gens qui, eux, voyageaient, je disais, oh là là, la chance que tu as, etc. Et en fait, j'ai réalisé quand moi-même je me suis mis à voyager à quel point cette phrase était complètement stupide parce que euh, je recevais à mon tour plein de messages de gens qui me disaient waouh, t'as une de ces chances. Alors que, non, c'est pas de la chance, c'est à Mhm. un moment donné un minimum de volonté, euh, un tout petit peu de courage. C'est vrai que la première fois, j'avais vraiment la trouille de partir tout seul, alors qu'en fait, bah, qu'est-ce qui peut se passer de pire en fait? J'aime bien dans la vie me dire, dans le pire des cas, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, tu réalises que bah, c'est jamais horrible, quoi. Dans le pire des cas, qu'est-ce qui va Mhm. se passer? C'est que tu vas passer pour une truffe auprès d'un autochtone et puis tu vas appeler ton assurance rapatriement pour je sais pas trop quoi, mais je suis pas non plus à aller dans des rivières remplies de piranhas ou quoi que ce soit. Sur des destinations plus hardcore, ça serait peut-être différent, mais en fait, à chaque fois que les gens me disaient tu avais de la chance, j'avais l'impression tout simplement de vivre un truc qui était certes dense, intense et que je savourais chaque instant, mais où la chance n'avait rien à voir là-dedans. C'est de Mhm. la volonté. Moi, je le Donc, vois tout parce le que monde peut y arriver. moi, je le vois parce que je l'ai vécu aussi un peu, parce qu'il y a encore quelques années, j'étais un peu dans ce cas-là où bah, je voyais beaucoup faire les autres, qui faisaient, mais même sans parler forcément de voyager, mais dans d'autres domaines, d'entreprendre, etc. Et tu les vois beaucoup faire et tu dis, punaise, c'est fou ce qu'ils font, comment ils font. Enfin, et limite, ouais, c'est ça, t'as de la chance. Au final, je me suis rendu compte après moi-même en essayant que finalement, quand les gens te disent ça, c'est qu'ils n'ont pas forcément essayé eux-mêmes et qu'ils se rendent pas forcément, enfin, ils se rendent pas forcément compte de qu'en fait, bah, si tu veux le faire, tu peux le faire, quoi. Il faut juste oser, en fait. Je pense que d'une manière générale, plus l'obstacle paraît haut, moins il l'est vraiment en fait. Mm. C'est souvent ça, oui. C'est vrai que j'ai un souvenir très précis de quand je suis sorti de l'aéroport de Montréal. J'étais tout seul, je savais pas trop chercher le bus. Enfin, et puis je me suis dit, putain, t'es sur le sol américain. Ça paraît très con pour ceux qui y vont tous les mois, mais quand tu as vécu pendant des années dans le fantasme de l'Amérique vu à la télé et que bah, t'y es, t'as un côté un peu vertigineux. Et en même temps, tu te dis, voilà, il y a de l'air à respirer, il y a du bitume, des bâtiments, des gens à qui on peut parler, même s'ils ont un accent bizarre. C'est pas si différent, c'est pas si voilà, c'est pas difficile, quoi. D'ailleurs, si je peux donner un petit conseil à ceux qui hésitent à se lancer, moi, c'est ce que j'ai fait la première fois. C'est que sur un coup de tête, j'ai pris un billet d'avion sans assurance remboursement. Et une fois que je l'avais, là, par contre, j'ai eu la trouille pendant des heures, mais j'avais pas la trouille pendant que je voyageais, j'avais la trouille d'avoir pris un putain de billet d'avion alors que C'est ça. c'est rien d'autre que sortir sa carte bancaire sur Internet, quoi. Et c'est ça qui après te dit, ben voilà, maintenant je l'ai, je vais pas avoir dépensé 600 quelques euros pour rien, donc ben, je vais y aller, quoi, j'ai pas d'autre choix. Et, la vraie trouille, elle est là, elle est au moment où on clique sur payer. Mm. Bah, Donc, Gabriel a eu l'expérience il n'y a pas longtemps aussi, donc il peut en parler que faut juste oser, quoi. C'est ça. C'est. c'est ça. Pour revenir un peu dans les aspects pratiques, là on s'écartait un peu, mais je sais que toi tu es dans un extrême, mais qu'est-ce qu'on prend pour partir en voyage? Toi, je sais que tu es assez adepte du mode juste le sac à dos. Ouais, du carry-on. En fait, c'est tout simplement parce que ça me gonfle d'attendre les bagages en soute, le stress de se dire oh là là, est-ce que c'est pas parti à l'autre bout du monde? Ça fait une contrainte à l'aéroport, t'attends pendant une demi-heure des bagages qui tournent. Et après, surtout une fois sur place, tu te trimbales un truc énorme. Donc j'essaye de faire en sorte, façon minimalisme, d'avoir juste un sac à dos derrière moi et d'avoir le minimum d'affaires. Euh, Ça amène à zapper un gros réflexe commun quand on fait ses bagages, c'est le truc au cas où. Là, tu n'amènes rien de au cas où, tu amènes le minimum vital. Et pourtant, bah, même à chaque fois que j'ai fait ça, il y a des trucs que je n'ai pas utilisés en fait. Tu t'aperçois que tu as besoin de peu de choses dès lors que tu as fait une démarche de dématérialisation. Par contre,
la préparation, elle est en amont. Elle est qu'il faut beaucoup préparer les choses, pas pour le voyage, mais pour pouvoir faire en sorte de bosser dans de bonnes conditions à distance ou de pouvoir vivre à distance. Un truc tout bête, mais par exemple, j'ai mis un temps fou à choisir mon sac à dos. Euh, je me suis longtemps documenté sur le net. Moi qui d'habitude, dès que je vais dans un magasin pour acheter un truc qui soit pas techno, il faut que ce soit fait en 2 minutes. Là, j'ai passé 2 heures à discuter avec la vendeuse, à comparer différents sacs à dos, à les essayer, à regarder le compartimentage, etc. Et bah, chaque fois que je voyage, je suis super content d'avoir passé ces 2 heures-là parce que j'ai le matériel adapté pour ça. De la même manière, en termes de dématérialisation, il ne faut pas qu'il y ait des documents qui manquent. Donc, il faut que tout soit dans le cloud, qu'on ait la possibilité de bosser à distance. Et en fait, je pense que la clé, c'est que il faut faire comme si on était à distance, alors qu'on est chez soi et qu'on a possibilité d'avoir les trucs sur place pour peaufiner les choses. Et une fois qu'on se dit, bah, je suis chez moi, mais c'est quasiment comme si j'étais en camping chez moi, bah là, on peut voyager dans de bonnes conditions. Et finalement, voyager amène pas beaucoup de contraintes sur des trucs pratiques, comme par exemple, j'ai une trousse de toilette qui est en permanence dans mon sac. Des fois, ça fait marrer mes clients quand je vais les voir. En plus, j'ai le même sac à dos au quotidien qu'en voyage. Et j'ai fait le coup 2 fois. À chaque fois, ça fait marrer mes interlocuteurs où j'ouvre mon sac et je leur sors ma brosse à dents. Alors que je suis juste à un rendez-vous de 2 heures dans le bureau d'un client. Parce que fondamentalement, ouais, si c'est bien préparé en amont, en fait, l'acte de partir en voyage peut être très simple. Ok. Parce que du coup, là, tu parles surtout du côté physique, j'ai envie de dire, de prendre ton matériel pour pouvoir aller travailler ailleurs. Mais une fois que tu es dans un autre pays, toi, comment tu fais? Parce que bon, enfin, dans ton métier, tu as besoin, chez toi, tu as Internet, tu as ton bureau, mais du coup, quand tu es en voyage, où est-ce que tu travailles? Comment tu fais pour avoir une connexion avec ton réseau mobile? Alors, ça amène effectivement un peu de pratique. Bon, l'électricité, il n'y a pas grand-chose à en dire. Il faut avoir un adaptateur qui fait le boulot. Il y a des trucs très faciles. Je dois l'avoir par là, d'ailleurs. J'ai rien préparé. Voilà, j'ai ce genre de machin qui permet d'avoir assez facilement un adaptateur, soit pour les États-Unis, ça ressemble à ça, soit si je clique sur l'autre côté, la version qui marche en Grande-Bretagne. Et cet adaptateur me permet de brancher le Mac et en plus, il a des chargeurs USB. Donc, ça doit valoir, je sais pas, 20 € sur Amazon. C'est vraiment que dalle. Et ça suffit pour l'aspect électricité. Alors, ça suffit à peu près, parce que, bon, on va pas rentrer dans le détail de tout, mais je me suis aperçu que le fait d'être sur du 110 volts avec un matos qui est adapté à tourner avec du 220, des fois, il y a des baisses d'intensité. Je sais que suivant la qualité du réseau que j'avais là, c'était surtout à Montréal, où j'ai pas mal jonglé d'un Airbnb à l'autre. Je sentais que des fois, l'installation électrique faisait que ça chargeait mal. Il y avait des fois où ça chargeait plus, sans que je sache pourquoi. Mais bon, voilà, ça, c'est des petits trucs qu'on s'adapte facilement. Et puis, le gros truc, c'est l'aspect accès à Internet. Euh, Là, s'il y a un truc à préparer avant de partir en voyage, c'est bien ça, parce que on peut très vite perdre beaucoup d'argent. Je me souviens d'avoir une facture délirante parce que j'avais pas fait gaffe que mon fournisseur d'accès n'avait rien dans son forfait pour aller en Suisse. C'est bête, hein, mais j'avais passé une journée à Genève et la journée m'avait coûté peut-être 150 € en accès Internet, simplement parce que j'avais pas fait gaffe aux conditions liées à ce pays. Donc il faut bien se renseigner là-dessus et en sachant que ça peut aller très 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 vite. La première fois que je suis allé au Canada, par exemple, là je suis chez Orange, il y a un forfait qui coûte 30 € je crois, qui permet d'avoir 5 gigas et du vocal illimité. Donc c'est cool, ça fait bien le taf. Mais par contre, il faut bien penser à le prendre avant parce que les pauvres 5 minutes où tu viens d'atterrir et puis tu rouvres ton accès téléphonique juste pour envoyer un message à tes proches en disant je suis bien arrivé, bah, ça te coûte 50 € tout de suite. Donc voilà, je suis bien arrivé que vous avez reçu, vous savez combien il m'a coûté. Donc, euh, mais voilà, ça se prépare, hein. Grosso modo, dès lors qu'on est dans des pays qui ont un fonctionnement assez à l'occidental, ça se fait assez facilement. Et ben, le où travailler.
Moi, j'aimais bien le côté Airbnb parce que très souvent, tu peux choisir un endroit où il y a une partie qui peut s'aménager un peu en bureau, ou dans la plupart des hôtels, en général, ils ont un Wi-Fi relativement correct et on arrive à jongler. Et puis, il y a le gros truc des espaces de coworking qui vont permettre de se faire des contacts, tout simplement, de graviter auprès de gens qui peuvent avoir un métier similaire au sien, mais dans un environnement et une culture complètement différente. Ok. Bon, je pense que pour l'aspect pratique, on a parlé de pas mal de choses. Après, on pourrait en parler pendant des heures, mais Bon, on y reviendra. Comme je disais, j'ai vraiment envie de faire une thématique sur le sujet et puis on décortiquera tout ça si ça intéresse du monde. sur le point moins professionnel, mais sur la partie plan personnel, comment est-ce que tu gères de partir un mois, revenir, repartir un mois? Est-ce qu'il y a des difficultés? Est-ce qu'il y a des choses à savoir, à prévoir? À savoir, pas vraiment. Après, c'est juste que c'est un déchirement presque parce que, comme je disais, en un mois, c'est un énorme avantage, c'est que ça permet de se faire des relations sur place. Euh, Quand tu fais un voyage touristique, eh ben, tu visites des lieux et puis tu peux avoir la nostalgie des lieux, mais tu peux toujours les regarder en photo. Alors que d'avoir la nostalgie des gens, c'est tout de suite plus compliqué. Tu te sens très, très partagé, quoi, voilà. Mais je pense que c'est un peu le prix à payer, dès lors que ce soit un prix à payer, pour se retrouver sur une situation que je trouve complètement incroyable, qui est d'avoir potentiellement des contacts sur la terre entière, petit à petit, de se forger des relations, chacun avec une culture différente, qui t'amène quelque chose de différent, à qui toi tu amènes quelque chose de différent. Et même si, voilà, c'est pas forcément toujours facile au quotidien, qu'on se retrouve. Il peut y avoir un côté qui est toujours une sorte de frustration permanente. Quand je suis loin, bah, vous me manquez. Quand je suis ici, il y a des gens dans d'autres coins qui me manquent. Mais c'est les adages de grand-mère qui disent que pour pouvoir retrouver les gens, bah, il faut s'en éloigner. Et plutôt que de voir le verre à moitié vide il y a des choses qui manquent, je préfère le voir le verre à moitié plein, que j'ai la possibilité de les retrouver. Ok. Avant de passer sur une phase plus de bilan, aspect négatif, positif, où c'est là où on va peut-être démystifier certains clichés. Est-ce que tu as eu des expériences de personnes qui comprenaient absolument pas cette volonté ou ce mode de vie et où presque tu aurais pu douter de ce que tu étais en train de faire du coup auprès d'un discours comme ça? Alors, les premières fois, j'ai fait une erreur par pure lâcheté. C'est que je n'osais pas toujours le dire à mes clients. Euh, Il y avait un côté où je me disais, ils vont mal le prendre, ils vont avoir l'impression que je les abandonne. Donc, j'essayais de rester un peu dans une zone floue, de dire je serais peut-être un peu moins dispo les matins, euh, et de faire en sorte qu'ils ne se rendent même pas compte que j'étais à distance. Cela dit, c'est un challenge intéressant. Mais en fait, je me suis aperçu dans la pratique que quand on dit les choses ouvertement, quand on assume ce point de vue, bah, la plupart du temps, on va attirer le fameux «Ah, t'as de la chance» dont on parlait tout à l'heure, et pas un truc du «Oh, putain, il va plus pouvoir bosser pour moi». D'autant plus que tu peux assez rapidement faire la preuve que tu peux parfaitement bosser à distance, d'autant plus que, comme je le disais, à chaque fois, je me suis retrouvé avec une productivité un peu décuplée. Donc, ça se fait plutôt bien, mais là, c'est clairement une erreur que j'avais fait les premières fois de ne pas arriver à assumer assez. Alors, il y a bien toujours des gens qui comprendront pas grand-chose à ça, mais ça, c'est le propre de toute situation où on cherche à assumer vraiment ce qu'on est et pas être dans un consensus mou où on essaye de faire plaisir à tout le monde. Dès lors qu'on est ce qu'on est, bah forcément, il y a des gens qui vont t'aimer plus et puis il y a des gens qui vont te détester plus ou s'éloigner de toi, sans parler de se détester. Et puis, voilà, c'est la vie qui fait comme ça. Mais globalement, c'est quelque chose qui est plutôt bien porté, bien assumé et ça peut s'entendre. Après, bon, il y a plein de remarques sur le côté développement durable, de prendre l'avion, machin. C'est sûr que bah, moi, c'est des sujets qui m'intéressent et je culpabilise un petit peu à chaque fois que je prends un avion. Et finalement, je me dis que faire en sorte de pouvoir partir pour un mois,
Là, on se dit que, ok, on bouffe son quota de CO2 de l'année avec le trajet en avion, mais on le fait pas pour rien, quoi. On le fait vraiment pour un truc qui a un sens par rapport à ta vie, pas simplement pour aller visiter trois trucs touristiques. Ok. Je pense juste par rapport à ce que tu disais là, par rapport à bon, tu as des clients qui réagissent de bonne ou de mauvaise façon, mais on va exclure ceux qui réagissent pas forcément bien, mais dans les clients qui savent que tu es à l'étranger et qui trouvent ça bien, tu n'en as jamais eu qui se sont dit bah tiens, il est dans une nouvelle culture avec d'autres personnes, sûrement professionnellement qu'il a d'autres rencontres et qui t'ont demandé des contacts ou d'avoir des choses comme ça par rapport à ça, par rapport à ce fait que tu étais à l'étranger. Bah, pas trop, bizarrement, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien cultiver. Moi, quand j'essaye de vendre la notion de remote, de télétravail à une entreprise, un des trucs que je leur dis en priorité, c'est, eh ben, vous avez des difficultés à recruter le bon profil. D'enlever la contrainte géographique vous permet d'élargir énormément le spectre des gens que vous pouvez recruter. Euh, j'ai été passionné par un bouquin qui a été écrit par des il y a eu deux bouquins, un peu de référence là-dessus. Un bouquin par des gens de Automatic. Automatic, c'est la boîte qui édite WordPress. Et ils ont pour particularité de n'avoir que des gens en remote. Ils n'ont même plus de locaux, en fait. Un temps, ils en avaient, puis ils se sont aperçus que ça leur servait à rien. Ils ont juste des gens en remote et ils font des séminaires de temps en temps pour se retrouver en présentiel. Mais fondamentalement, le travail est en remote. Et un autre bouquin qui est très intéressant là-dessus, c'est un bouquin qui s'appelle Remote, d'ailleurs, et, qui est édité par les gens de 37 Signals, les mecs qui font Basecamp. Et eux aussi, ils ont cette particularité-là. Et les deux disent qu'en fait, un des atouts majeurs d'un point de vue de l'entreprise, c'est que ça permet de recruter worldwide et donc d'avoir la meilleure personne possible et pas simplement le compromis de la personne qui est pas trop mal et qui est dans telle ville. Et ça, c'est vrai que j'aimerais bien arriver à donner cette culture-là à mes interlocuteurs parce que ça, je peux potentiellement servir d'intermédiaire par rapport à Mhm. ça et c'est quelque chose que j'aimerais bien cultiver. Ouais, c'est une bonne remarque. Ok. Je pense qu'on peut commencer à dresser un bilan. Mhm. Donc des choses qui sont bien sur le fait de voyager en travaillant, des choses qui sont moins bien. Du coup, après la séance photo sur la plage pour Instagram, qu'est-ce qui se passe vraiment en off qu'on filme pas et qu'on met pas sur YouTube? Bah, tu as plein de mini-galères, je dis, parce que tu pas assez de réseau, parce que tu as des clients qui râlent à cause du décalage horaire, parce que tu as mal organisé un truc. Ou... il y a plein de petits trucs, mais qui, je pense, peuvent être très mal vécus par des gens qui ont besoin d'un cadre. Et moi, en fait, je le vis bien parce que comment dire, une partie de mes défauts sont devenus des qualités. C'est-à-dire que j'ai un côté bordélique, mal organisé et j'ai du mal à me mettre un cadre dans mon fonctionnement au quotidien. Et par contre, bah, je suis tellement habitué à devoir gérer l'imprévu que je le vis bien à l'étranger. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent très mal le vivre et se sentir très mal et avoir qu'une hâte, c'est se retrouver dans leur confort au quotidien. Ça, je pense, c'est un truc qui peut arriver de manière assez flagrante. Après, dans le truc négatif, c'est vraiment le choc des cultures, quoi. J'en ai donné plusieurs exemples, mais soit tu peux te retrouver mal à l'aise dans certaines cultures. Je me souviens à Montréal, j'ai passé quelques jours dans un quartier qui était quasiment uniquement asiatique et je me suis aperçu que bah, j'avais vraiment du mal à communiquer avec cette population-là. Déjà parce que souvent ils parlaient ni anglais ni français, mais aussi parce qu'on sent que vraiment il y a des gros gaps culturels. Euh, donc, je m'essaierai sans doute à aller sur des destinations un peu plus exotiques et je pense que à un moment donné, tu peux te heurter à ça, à un côté incompréhension totale qui fait que tu te demandes un peu ce que tu fous là. Et puis après, il y a le côté remise en question à la fois perso et pro où tu dis, mais putain, je fais complètement fausse route. Ce mec là qui vit avec un pagne et qui mange des bananes, il a une vie plus heureuse que moi. Pourquoi je m'emmerde à gérer des mails toute la journée et à faire des publications YouTube.
Donc, il y a toute une partie mindset parce que je reviens au premier point qui est, je pense, un des plus importants, c'est qu'en fait, il faut essayer d'être dans l'état d'esprit de te laisser porter par ton environnement. Ouais, Sinon, complètement. Et puis il y a des coups de blues, hein. Moi, je me souviens qu'il y a eu un jour au Canada où j'ai un gros, gros, gros coup de blues. C'était très con, mais euh, j'avais un long trajet en voiture. On revenait des États-Unis. C'est assez rigolo de se dire qu'on peut aller aux États-Unis en voiture. Donc, je revenais des États-Unis, puis il y avait peut-être 4-5 heures de route. Et euh, les gens qui étaient dans la bagnole avec moi passaient de la musique. Il y avait soit de la musique américaine que je connais peu finalement. Je me suis aperçu que j'écoute beaucoup de chansons en anglais, mais c'est de l'anglo-saxon. Vous connaissez mon amour pour Pink Floyd et ce genre de choses, mais les Beyoncé, machin, j'y connais rien. Soit de la musique québécoise, où je connaissais à peu près rien non plus. Et soit de temps en temps, il me passait un morceau français pour me faire plaisir, mais c'était de l'Aznavour ou un truc comme ça. Je disais oui, peut-être. En fait, ma grand-mère aimait bien ça. Ouais. Et là, en fait, c'est très con, mais sur un truc aussi bête que de la culture, je me suis senti ouais, complètement perdu. Et ça a amené un coup de blues en disant oh là là, la France me manque, je veux revoir ces gens qui râlent et le fromage qui pue. Et ça, je pense qu'il faut s'y attendre, quoi. C'est un grand, grand, grand classique. On n'est pas à être en extase 24-24, quoi. La vie est faite de choses qui nous manquent et de se retrouver à s'éparpiller autant. On augmente les choses qui vont nous manquer, quoi qu'il arrive. Et ça, il faut s'y attendre. c'est un grand ascenseur émotionnel, quoi. Ah bah ouais, ouais, mais ça fait se sentir vivant, c'est génial. Mm. Je pense qu'il faut accepter effectivement cette partie côté négatif, positif, ou pas tout voir justement catégoriser comme négatif et positif. Et il y a un peu du gris au milieu, quoi. Hum, hum, hum. Et avant de conclure, question un peu bateau, mais qui permet aussi de comprendre qu'une fois la peur dépassée, on peut presque arriver dans le ridicule. Mais qu'est-ce que tu dirais à ta personne qui flippe de prendre son premier billet d'avion et qui essaye de se trouver les excuses pour pas le faire? C'est hormis l'astuce que je vous donnais tout à l'heure de prendre le billet sur un coup de tête et après de plus pouvoir reculer. Euh, Et si si t'avais ta petite voix qui disait ouais finalement peut-être que c'est pas pour moi, etc. Et si t'étais l'autre petite voix qui pouvait lui répondre. Bah, qu'il faut essayer, quoi. Il y a forcément plein de trucs qui vont pas aller dans la vie de chacun. Et je pense que être vivant avant tout, c'est d'expérimenter des nouveaux trucs. Quitte à se dire, bah, c'est pas fait pour moi. C'est un autre risque de voyager, c'est que tu peux te dire, tu peux être super déçu en te disant, c'est pas fait pour moi. Mm. Et il y a des gens qui ça arrive et qui se retrouvent un peu, qu'est-ce que je vais raconter en revenant? Mais c'est pas grave. Je trouve que c'est vachement moins grave de devoir assumer que ça s'est pas super bien passé ou que je suis content de rentrer, j'ai pas envie de repartir, plutôt que de vivre toute sa vie à se dire ah je sais pas, faut tester des choses quoi. C'est le truc et c'est valable pour les voyages, c'est valable pour tout quoi. Euh, de la même manière qu'il faut apprendre tout au long de sa vie, de se retrouver dans un cadre où à 20 ans, ta vie est décidée et tu n'en changeras plus jamais après. Je trouve ça terrifiant. Ben voilà, il faut se remettre en question sur plein de trucs. Il faut tester d'autres choses. Il faut se dire que rien n'est jamais acquis. Parce que de toute façon, on finira par comme bouffe pour des vers de terre. Donc en attendant, autant optimiser le temps à passer. Carrément. Bon, je pense qu'on a bien, on a bien expliqué le sujet, on a vu pas mal d'aspects. C'était hyper intéressant. Merci d'avoir pu partager ton expérience. Ah, et puis il faudra inviter des gens qui ont plus voyagé que moi, parce que moi aussi j'ai beaucoup à apprendre. Hmm. Si ça vous intéresse, vous pouvez nous dire. On pourra refaire un épisode sur le voyage. Et puis surtout, Euh, vraiment, je tiens à ce qu'on creuse ce sujet-là, du voyage, mais surtout du remote, du télétravail, parce que c'est une vraie révolution à venir. Il y a de plus en plus de gens qui se posent la question et il y a énormément à faire sur le sujet. On va bosser là-dessus. tout à fait. Puis moi, pareil, on en reparlera plus tard, mais je suis très intéressé notamment par le sujet du coworking.
Mais ce sera le sujet d'une autre vidéo. En attendant mardi prochain pour le 3e épisode, on vous a préparé un petit guide, un petit dossier qui résume ce qu'on vient de dire, où on essaye de formaliser un peu plus les choses et de vous donner quelques clés supplémentaires. Et vous pouvez le télécharger. Le lien est dans la description de cette vidéo ou de ce podcast. Super. En attendant, du coup, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On verra quel sujet on traite. Et puis, j'espère que ça aura pu être utile pour vous et que surtout, vous allez pouvoir commencer à voyager. Ouais, voyager. À bientôt. Allez, ciao. Salut. Salut. Salut tout le monde. Bon, ben, pour faire suite à la précédente vidéo qu'on a fait 3 sur le thème des voyages, je vous propose de vous faire une petite visite guidée du fameux sac à dos dont je vous ai parlé, qui est la pièce maîtresse de ma capacité à partir relativement rapidement n'importe où. Alors, il est là. Ça va vraiment faire téléachat cette histoire. Oui, Maryse, pour 395 francs seulement. Bon, bah, tant pis, on va voir ce que ça donne, hein, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous ayez l'information. Alors, le sac, il est là. C'est un Samsonite. C'est pas forcément ce qu'il y a de moins onéreux. D'autant plus que j'ai pris la version haut de gamme. Je vous donnerai toutes les coordonnées dans le détail de ce poste. Et